All because you can't just calm down and listen to people when they talk. Right, you've created a scene. I think I've created a scene. No, mate, I've created. If I was going to create a scene, you'd know about it. You need to leave the building. Sorry, look. Bonjour à tous, aujourd'hui après un temps d'absence que je vais arrêter d'essayer de justifier à force parce que ça implique aucune métaphase personnelle ou trajet existentiel effectif dans ma vie ou la vôtre, on se replonge avec ce 15e Ciné Express de nouveau dans le monde du cinéma avec une petite vidéo florilège portant sur 5 films que j'ai pu récemment admirer dans les salles obscures. Et ces 5 films, je les ai pour une fois réunis dans un but plus ou moins thématique, vu qu'il sera question dans cette vidéo d'observer une problématique visiblement toujours aussi fondamentale au cinéma, bien qu'elle soit continuellement assimilée à des films d'auteur chiants où pendant un repas de famille, une mère doit annoncer à Jimmy, 6 ans, que son sida a été sexuellement transmis par son propre père. Et cette problématique, il s'agit tout simplement du rapport étroit que tissent souvent les œuvres du 7e art avec la vie réelle, terre à terre, et principalement par rapport à sa merditude. Évidemment. Donc voilà, aujourd'hui on va pas essayer d'utiliser l'art pour oublier le fait qu'on a gâché notre vie jusque-là, ou encore la petite probabilité pour que nos parents aient regretté de nous avoir donné naissance plus d'une fois. Non, aujourd'hui on va plutôt voir comment ces films traitent les différentes embûches de l'existence, que ce soit par un point de vue social, pessimiste, optimiste, humaniste ou poétique. Cependant, il faut savoir que j'ai toujours trouvé ça très réducteur de séparer ce type de film du restant du cinéma. C'est comme si on essayait de donner des noms à toutes les identités sexuelles, c'est vain et humainement attardé quand on veut établir un tronc commun. Ainsi, pour éviter d'enfermer les films dans plus de cases qu'il n'en faudrait, on peut tout simplement agrandir une citation de Éric Dufour qui dit que tout film est politique, à une affirmation encore plus en accord avec notre thématique, c'est-à-dire que tout film décrit une réalité. Du coup, avec cette vidéo, je vais juste m'attacher à montrer que ces longs métrages précis qui décident de représenter cette réalité avec parfois beaucoup moins de détours que les autres, ne sont pas à réunir selon un groupe complètement uniformisé. Ils sont chacun extrêmement différents les uns des autres et donc méritent amplement qu'on en parle en bien ou en mal. Et puisqu'on parlait justement de politique, autant commencer par 2 films qui ont donné au Festival de Cannes de cette année une certaine portée de contestation, que ce soit par leur contexte de diffusion ou leur distinction avec Moi, Daniel Blake et Aquarius. Et oui, évidemment, par semi-obligation commerciale, il fallait bien que je trouve un moyen de commencer par la Palme d'Or 2016 qui a donc été attribuée au film de Ken Loach. Et donc pour s'attarder sur celui-ci, je pense que c'est peut-être l'une des Palmes d'Or les plus accessibles de ces dernières années, vu que l'année dernière on avait quand même eu Winter Sleep, un film magnifique rempli de dialogue et de débats dynamiques mais qui restait à côté de ça un film turc de 3h30, et que l'année d'avant on avait eu La vie d'Adèle dont les accusations portées au réalisateur quant à la tyrannie qu'il a imposée aux actrices ainsi que le thème principal pouvaient peut-être créer une controverse chez tous ceux pour qui regarder 10 minutes de ciseaux lesbiens à l'écran constitue un dérangement ostentatoire. Ken Loach quant à lui s'attarde comme à son habitude sur le petit peuple anglais que les hauts lieux de notre société qualifieraient orgueilleusement de plèbe, mais envers lequel le réalisateur britannique compte bien léguer toute son attention et son empathie. L'esprit de contestation politique, Loach l'avait ainsi signé au fer rouge avec son discours de remise de la Palme d'Or, parce qu'il n'allait pas non plus faire des dédicaces à sa grand-mère pour souligner le propos de son film. Un autre monde, c'est possible, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup. Du coup, ça fait que le réalisateur a beaucoup dirigé l'attention vers l'aspect qui posera le plus problème aux gens, je pense, c'est-à-dire le côté très tranché et sans beaucoup de nuances qui est offert par moi, Daniel Blake. Pendant une centaine de minutes, le long métrage nous montre en effet comment le système social anglais noie peu à peu le protagoniste éponyme, un homme de l'artisanat en tant que modèle absolu de sympathie et de morale, qui après un arrêt cardiaque doit lutter pour simplement obtenir les indemnités qui lui permettraient de ne pas finir à la rue, ce qui est un avenir plutôt pas mal à espérer en général. Le film entier est donc noué et articulé autour d'un cycle tragique qui épouse toutes les aberrations d'un système qui délaisse sans aucune humanité des personnages qui en sont pourtant remplis. Et ainsi, si j'ai tout de même trouvé moi Daniel Blake très fort et plutôt bouleversant, ce n'est pas en tant que film gauchiste, socialiste, tout ce que vous voudrez, ce que le film assume et parvient très bien à conduire à travers un point de vue objectif et sans fioriture, ou encore film contestataire, ce qui est illustré dans une scène de rébellion pertinente mais qui reste la plus maladroite du long métrage. Non, c'est bien plus simplement en tant que film humaniste que j'ai bien reçu l'œuvre de Ken Loach. En effet, ce que le film célèbre avant tout, c'est un personnage qui, malgré sa situation et malgré toutes les merdes qui lui arrivent, garde la tête haute et continue toujours d'agir. La mise en scène restant toujours très proche de lui et de tout ce qui l'entoure, le tout est donc guidé par toutes les excellentes performances du film, évidemment parsemées d'accents britanniques à couper au couteau. Et c'est donc cela qui donne toute sa direction au long métrage. Prôner l'efficacité de son message politique avant tout par une légitimité émotionnelle, c'est-à-dire un recours à l'émotion qui passe par une étude de personnage. Et comme c'est là où le film réussit le plus, je peux décemment dire que moi, Daniel Blake, est très efficace dans ce qu'il veut offrir. Ce qui fait que même si le trait est gros, Ken Loach a réussi à me prendre au cœur et je pense que donc à ce niveau-là, encore une fois, c'est une réussite. Et en plus de ça, c'est une œuvre beaucoup moins hermétique que beaucoup d'autres palmés, donc je vous le recommande. Conditions réelles. Bon, maintenant après ça, avant de passer au prochain film, je voudrais juste solennellement féliciter le mec qui a applaudi tout seul pendant 1 minute à la fin du film en attendant que le reste de la salle le rejoigne. C'est son petit moment Citizen Kane, ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre. En tout cas, c'est un putain de héros et je le remercie pour tout ce qu'il a apporté à l'émotion du film, honnêtement. I have crippling depression.
Et donc maintenant, on va rapidement passer d'un film qui se définissait par sa direction très affirmée à un autre film qui, tout en partageant en partie les mêmes thèmes, se définit quant à lui par une portée un peu plus diluée, ce qui peut parfois marcher en sa défaveur. Aquarius est le second film de Kleber Mendonça Filho, allez on va dire que ça passe, un réalisateur brésilien qui pour l'instant a centré toute sa filmographie sur sa ville natale de Recife, capitale de l'état du Pernambuco au Brésil. Oui je sais, c'est putain d'excitant les gens, c'est de l'enjaillement de niveau 7, mais le long métrage en question, Aquarius, se centre sur Clara, une vieille femme qui a survécu à un cancer du sein et qui lutte contre un projet immobilier visant à détruire et à rénover l'immeuble où elle a toujours habité, l'Aquarius. Et comme avec moi Daniel Blake, le rapport entre film et réalité a été rendu encore plus fort par le prisme du Festival de Cannes, car durant son avant-première cannoise, l'équipe du film a protesté contre ce qu'il considérait comme étant un coup d'état dissimulé de Dilma Rousseff, à l'époque le nouveau président du Brésil. Mais cette contestation constitue un événement extra-diégétique qui, tout en illustrant Kleber Mendonça Filho comme étant un cinéaste de la vie réelle, impliqué dans les problématiques de sa ville de naissance et de la politique de son pays, est tout de même très loin de représenter toutes les différentes branches thématiques couvertes par son film Aquarius. Et en effet, Aquarius, c'est à la fois le portrait d'une femme et le portrait en synecdote d'une ville pleine de disparités et de changements, à la fois un film musical, dansant et un film posé. C'est un film à la fois sur la vie et sur le souvenir, on y parle à la fois de sexualité et de famille, à la fois de lutte contre les conséquences d'un cancer et de lutte sociale. Bref, même si tous ces différents points d'accroche pris par le film durant ces 2h30 de durée sont réunis de façon à peu près cohérente par l'intrigue et tout de même centrés autour d'une seule protagoniste, il n'empêche que souvent l'impression persiste que beaucoup d'éléments du film ne sont pas assez traités, ce qui enclenche donc une petite frustration quand on arrive à sa finalité. Le pire, c'est qu'au fond, le long métrage en est pleinement conscient, ce qui explique les tentatives de structuration à travers les 3 parties principales qui fragmentent le film, sans trop d'effet sur la progression du long métrage en lui-même en fait. Et donc ainsi, comme cette intrigue principale de lutte sociale n'est pas véritablement placée au centre des problèmes de sa protagoniste, elle en devient moins prenante, d'autant plus que l'élément le plus fort du film reste son personnage et son actrice, et on en pardonne donc moins l'espèce de 3e acte qui arrive comme un poil pubien dans la soupe. Mais bon, malgré tout cela, c'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et qui encore une fois est guidé par une superbe performance de son actrice principale en tant que femme forte qui tente d'évaluer passé et présent dans une situation d'oppression. Malgré son appui dans le réel, le film n'est pas non plus réaliste tout du long, le réalisateur ayant dit avoir tenté de représenter une sensation de menace d'une façon viscérale et à la lisière du fantastique, mais bien évidemment ça se manifeste de façon extrêmement subtile dans le film en lui-même, tout en lui donnant une strate en plus de toutes les autres. C'est un putain de boucaquet thématique ce truc. This movie's about so many things. Mais comme un boucaquet, ça peut beaucoup s'apprécier si on en aime le goût, et moi personnellement j'ai quand même plutôt bien aimé ce film. Ça ne montre pas un personnage avec une vie de merde, mais avec une existence remplie de silencieuse amertume, et je trouve que Le Ton Choisi en fait un film assez rafraîchissant dans la sélection cannoise. Donc en bref, c'est une semi-recommandation ce film, et on passe au suivant parce que là il y a encore plein de choses à dire malheureusement. Et tiens, vu qu'avec ces 2 premiers films on a pu parler des victimes de notre système sociétal, on va maintenant s'intéresser à ce qu'on pourrait considérer comme les plus grosses victimes, et je pense que Jean-Marc Morandini sera d'accord avec moi sur ce point, les enfants. C'est un tout petit peu sombre. On s'intéresse donc à Ma vie de courgette, un film d'animation pour enfants en stop motion franco-suisse qui s'attarde sur la vie de Icar, alias Courgette, un enfant qui tue accidentellement sa mère alcoolique et qui est accueilli dans un foyer pour tous ces gosses délaissés de quelconque figure parentale viable et possédant chacun une histoire tout aussi tragique. Ainsi, la petite heure de film va nous montrer comment un lien fort se sera tissé entre eux et comment l'espoir et le bonheur peuvent naître de n'importe quelle vie de merde. Et par rapport à notre thématique, je trouve que c'est un film qui parvient justement à tirer énormément d'émotions de la réalité de ces personnages, que ce soit dans les dialogues, les comportements et évidemment dans tous les types d'histoires qu'ont vécu ces mêmes personnages qui malheureusement sortent trop souvent de la fiction. Ouais. Et je pense que c'est bien de montrer à sa fille que avoir une Wii U à Noël, c'est pas le pire truc qui peut arriver dans ton enfance. Salope. Et du coup, je pense que montrer ce type d'histoire sans édulcorer par aucune autre façon qu'en gardant entièrement le point de vue des enfants permet de créer une liberté de ton qui ouvre en grand la porte vers une émotion du vrai à laquelle les jeunes spectateurs n'ont, je pense, pas souvent accès. Peut-être parce que c'est tous des petits cons ces enfants en merde. Et ce que je veux dire avec cette putain de phrase baisée dans tous les sens, c'est que ça permet vraiment au film d'atteindre une douceur optimiste et humaine assez incroyable vu le type de sujet grave qui est abordé. C'est pas non plus l'équivalent d'une sortie de famille à Auschwitz, mais bon, c'est quand même assez grave. De plus, c'est l'un des très rares films pour enfants que j'ai vu qui ait porté une emphase aussi significative sur le mal-être de ces personnages, et pas forcément qu'avec des grands violons et des PD qui pleurent, mais aussi par les dialogues des acteurs de doublage du film, et par un rythme qui parfois ose prendre son temps, ce qui est particulièrement notable dans ce type d'animation, extrêmement chronophage à produire. Le stop motion est une technique dont la principale force consiste à mettre en exergue le charme de l'imperfection esthétique, inévitable quand le travail consiste à prendre des photos image par image. C'est d'ailleurs pour ça que des films comme La Grande Aventure Lego, pourtant réalisés en images de synthèse, donc entièrement par ordinateur, tentent de reproduire artificiellement le rythme saccadé des
des images de la stop motion, parce que c'est tout bonnement cela qui fait son charme. Ainsi, dans Ma vie de courgette, ce choix de réalisation est plutôt adéquat pour représenter des enfants presque burtoniens, cernés et brisés par la vie. Par ailleurs, cette propension à utiliser l'esthétique de l'imparfait et le rythme lent sont deux caractéristiques qui avaient déjà été utilisées de façon très différente dans Anomalisa de Charlie Kaufman. Un petit bijou existentiel qui avait notamment laissé intentionnellement les lignes de découpe faciale des marionnettes, seule trahison au réalisme formel des personnages, et arriver à maintenir un rythme lent, banal et contemplatif incroyablement unique pour un film réalisé de cette façon. Par contre, je vais pas dire emmener des enfants pour Anomalisa, c'est pas une bonne idée. Pour continuer sur les liens thématiques avec d'autres films, pas mal de critiques ont aussi pointé un certain aspect de charge sociale au film, ce qui est inhérent au fait que l'on s'attarde sur des individus qui se retrouvent délaissés, la faute à des adultes, je vous le rappelle, censés être les figures sociétales effectives de ce monde, qui n'ont pas réussi, directement ou indirectement, à leur donner une vie juste et qui sont parfois toujours la cause actuelle de leur aliénation et de leur tourment personnel. Mais là où on a pu reprocher au film de Ken Loach la force du trait et son aspect politique au final peu nuancé, nonobstant l'émotion qu'il avait pu légitimement tirer de ses incroyables acteurs et personnages, je pense que Ma vie de courgette tire véritablement sa force de sa subtilité et de sa tendresse qui en font un film extrêmement touchant et émouvant. Et je pense que ce film pourra énormément vous toucher si vous n'avez vécu ne serait-ce qu'une once du malheur qu'ont survécu tous ces enfants présentés dans le film. Maintenant, évidemment, j'ai vu ce film en salle et c'était donc une nouvelle expérience après les nouvelles choix d'Aladin là et Fairytopia, une salle remplie d'enfants, ce qui laisse donc place de nouveau au questionnement de la cible du film. Par exemple, tous les commentaires innocents des personnages sur la sexualité ont beaucoup fait rire les gosses, mais ça risque d'être une source intarissable de gêne pour les parents. Et donc à la maison, faudra bien leur expliquer comment ça marche vraiment. Et maman pourra même faire une petite démonstration si vous voulez. Mais en dehors de ça, je pense qu'encore une fois, en prenant un point de vue d'enfant et en le respectant jusqu'au bout, sans édulcorer ou trop en faire, le film se destine plutôt bien à ce public, car c'est avant tout son sujet central, l'enfance. En bref, c'est un long-métrage assez formidable, capsule d'une enfance volée puis retrouvée, rempli d'émotions subtiles et de justesse, que je vous conseille chaudement. Alors maintenant, est-ce que je peux trouver une nouvelle transition impliquant les affaires criminelles de Jean-Marc Morandini ? Pas sûr. Mais bon, après 3 films dont la diégèse était extrêmement terre-à-terre, il est peut-être temps de faire dériver notre thématique vers un champ beaucoup plus ésotérique, avec Poesia sin fin d'Alejandro Jodorowsky, un réalisateur qui me tient particulièrement à cœur et du coup ça me fait un tout petit peu chier de devoir en parler rapidement entre deux autres trucs, même si je l'ai totalement mérité en étant une merde de procrastinateur. Je ne vois aucune différence entre la poésie et le cinéma. Tout ce que vous devez savoir sur ce réalisateur, c'est donc que depuis plus de 40 ans, il a fait ce qui à ce jour pourra toujours être quelques-uns des films les plus barrés que vous pourrez voir. Notamment son début de carrière avec El Topo, qui a fondé les Midnight Movies, et La Montagne Sacrée, qui est tout bonnement un monument, peut-être le film le plus bizarre que j'ai jamais vu dans une filmographie qui mêle la beauté au trash, la spiritualité à la violence. Bref, ce qui est génial avec ce réalisateur, c'est qu'en utilisant à la fois des symbolismes faciles d'accès et d'autres beaucoup plus surréalistes, on va dire, il va tout le temps à fond dans son délire, à fond dans n'importe laquelle de ses idées, ce qui fait que ses films sont toujours des expériences assez énormes à recevoir, et parfois même tellement énormes qu'elles peuvent définitivement rebuter ou même dégoûter. Mais là je pense que vous allez devoir m'arrêter pour me demander ce que j'ai bien pu fumer pour intégrer n'importe quelle œuvre de ce mec dans une vidéo parlant d'un soi-disant cinéma de la réalité. Et bien c'est tout simplement qu'après un hiatus très prolongé, Alejandro Jodorowsky est récemment revenu à la réalisation avec l'entreprise d'un véritable projet autobiographique consistant en 5 longs métrages faisant un bilan de sa propre vie et tout en gardant la même effervescence stylistique. Alors que le mec a quand même 87 ans à ce jour, il y en a beaucoup qui seraient déjà bloqués au lit avec un cathéter constamment rentré dans la bite à cet âge-là. Ainsi, il avait sorti en 2013 La Danza de la Realidad, se basant sur son enfance et surtout sur la trajectoire fantasmée de son père, interprétée par l'un de ses propres fils. Et il a maintenant sorti Poesia sin fin dans sûrement 5 salles en France, qui à ma grande surprise en entrant dans le film était une suite directe au précédent, s'attardant cette fois sur l'adolescence d'Alejandro et ses premiers contacts avec la vie artistique. Et comme Jodorowsky n'opte définitivement pas pour une tournure réaliste ou concrète afin de représenter sa propre vie, on se retrouve en fait moins face à un trip égocentré et plus face à une vision qui transcende la vie, par un réalisateur en pleine introspection et qui reste l'une des voies du cinéma les plus uniques au monde. Ainsi, moins qu'un cinéma de la vie réelle, on se retrouve presque face à un cinéma de la vie rêvée. Voilà, donnez-moi un prix Nobel de littérature maintenant. Mais je dois bien vous avouer que si j'avais adoré La Danza de la Realidad et trouvé que c'était probablement le plus beau film de Jodorowsky, je suis un peu plus mitigé sur Poesia sin fin. Et ces putains de titres que je dois prononcer à l'espagnol, ça commence à me casser les coronets un tout petit peu. Et tout d'abord, je dois dire que c'est très clairement pas un bon choix pour débuter la filmo du mec, parce que pas mal de ses caractéristiques qui peuvent le plus rebuter sont, je trouve ici, assez exacerbées. Par exemple, le réalisateur a toujours énormément utilisé dans ses films tous les arts visuels, picturaux et de la représentation, du cirque avec beaucoup d'acteurs nains ou amputés, déguisements, maquillage, peinture et tout ça. Et le fait est que du coup, comme Poesia sin fin est là pour montrer la plongée totale du protagoniste dans le monde de l'art et de la beauté de l'acte, qui est à peu près la définition que Jodorowsky donne ici de la poésie, chaque séquence en elle-même et chaque évolution du personnage devient une espèce de performance artistique contemporaine. Et du coup, je peux aisément comprendre que vu d'un très mauvais œil, on peut avoir l'impression d'être face à une compilation de vidéos pour What the Cut. Oui, vous savez, l'émission dont on doit skipper les 10 premières minutes à chaque fois maintenant.
Et ce qui n'aide pas non plus à avaler le film, c'est que pendant plus de 2 heures, l'intrigue suit une logique de tribulation. C'est-à-dire que pour représenter l'adolescence, l'état de la recherche d'identité et la recherche de soi, le personnage va se faire guider par une suite de rencontres et de divers épisodes qui sont souvent un peu impromptus et pas forcément extrêmement bien introduits. Mais en réalité, tout cela est plutôt contrebalancé par le fait que ça fait intégralement partie de l'intention de Jodorowsky avec le film. En fait, dans un regard surprenamment rempli de jeunesse d'âme, de pureté et d'innocence, il veut tout simplement nous dire que tout est beau et que tout est poésie. Et du coup, ce qu'il demande au spectateur, c'est de regarder le film de la même façon, c'est-à-dire sans aucun complexe ou tabou. Je veux dire, merde, y'a qu'à voir la façon dont il a fait la promotion de son précédent film. Avec de la bonne bite octogénaire. Et du coup, il faut pas être gêné de voir plein de pénis à l'écran et des conceptions érotiques relativement perchées. Est-ce que tu baiserais une naine qui a ses règles, Adrien? Alors non seulement je la baiserai, mais je la retourne et je la déglingue. Je la déglingue. Ah, sa naine, bam bam bam, je te baise et t'as tes règles. Je vais te faire saigner du cul. D'ailleurs, en parlant de ça, je me rends compte qu'en France, la notion du tout public est assez progressiste pour manque de qualificatifs adéquats. C'est déjà ce que j'avais pu remarquer avec Aquarius, qui lui aussi avait son petit lot de pénis en érection, tout en étant sans aucune restriction. Et en fait, je pourrais même pas dire si c'est une bonne chose ou pas, en fait. Déjà parce que je m'en branle un peu, et pas littéralement cette fois, mais aussi parce que ça prouve juste que le ministère de la Culture doit se dire que face à des films déjà destinés à un public de niche, autant ne pas y mettre de restrictions ou de censure, malgré ce que des PD comme l'association Promouvoir pourraient essayer d'imposer, en tentant par exemple de retirer le visa de distribution de Antichrist et de Putain de Pirates des Caraïbes 1. Quelle entreprise spectaculaire de sauvetage de la jeunesse de la nouvelle génération, ça me donne envie d'applaudir honnêtement. Mais bon bref, là on commence à dériver un peu trop en dehors de notre sujet. Vous voulez boire de la bière? Et alors maintenant, pour un peu condenser tout ce que j'ai eu à dire sur Poesia sin fin, le film reprend à peu près la recette de la danza de la realidad. Allez, ça passe. Il forme avec celui-ci un cycle par rapport au voyage de son personnage, il voit le véritable Alejandro Jodorowsky intervenir plusieurs fois pour conseiller son vie fictif, parfois même dans un but autothérapeutique, et on retrouve même un thème musical de la danza de la realidad dans le film. Mais je trouve juste que cette partie de la vie du cinéaste, en pleine effervescence et hystérie créatrice, est pour le coup moins intéressante que tout ce qu'il avait montré dans le premier film s'articulant autour de son père, un film que j'avais trouvé à la fois cruel et très émouvant, alors que Poesia sin fin s'articule plus sur la quête d'un bonheur béat qui n'a pas vraiment réussi à m'atteindre autant, créature infondée de cynisme que je peux être. La preuve, c'est que le moment le plus touchant de Poesia sin fin se trouve tout simplement dans une confrontation finale très significative et thérapeutique, justement entre père et fils, qui continue d'ailleurs de montrer tout le talent de Brantis Jodorowsky, le fils d'Alejandro qui joue avec lui depuis sa petite enfance dans El Topo. Et je pense que c'est vraiment pour ce type de moment de cinéma, ainsi que pour le fourmillement constant d'idées visuelles et d'inventivité artistique qu'on retrouve tout aussi brillamment dans Poesia sin fin, que je suis toujours aussi impatient de découvrir la suite du travail à la limite du post-mortem d'Alejandro Jodorowsky. Tout ce que j'ai montré dans la danse de la réalité, dans Poésie sans fin, ça semble inventé, ça semble incroyable, parce qu'il est traduit dans un langage artistique, poétique. Et c'est pour ça que c'est fort. D'autant plus qu'ajouté à ce projet autobiographique, il a toujours comme projet de donner une suite à El Topo, autrement que dans une bande dessinée sortie récemment cette année, et surtout il a toujours comme projet de faire Dune. Voilà. En conclusion, on peut donc dire que certaines personnes mériteraient très clairement d'être éternelles. Et avec un peu de chance, l'art fera en sorte qu'il en soit ainsi de toute façon. Voilà. Mais maintenant, après avoir beaucoup parlé d'un film particulièrement optimiste et sautillant, on va directement passer vers ce qui est, malgré les apparences de comédie indé colorée, l'un des films les plus jusqu'au-boutistes de cette sélection, Le Tekel ou Winner Dog. Et évidemment, j'étais venu en salle en connaissance partielle de cause puisqu'il s'agit du nouveau film de Todd Solondz, un réalisateur notamment célèbre pour avoir fait le controversé Happiness et qui se centre très souvent sur les vies de merde de personnages frustrés ou névrosés avec un regard assez sec pour invoquer un espèce d'humour étrange dans le malaise, la noirceur et les sujets tabous. N'ayant par contre pas encore vu Happiness, qui au cas où vous vous le demandez a fait notamment polémique pour sa description sans beaucoup de détours d'un personnage pédophile, et n'ayant pas non plus vu aucune autre partie de sa filmographie, Le Tekel a donc été le premier que j'ai pu voir de lui. Le film consiste en 4 histoires, la plupart complètement séparées les unes des autres, sur les différents propriétaires d'un Tekel, le chien n'étant donc qu'un prétexte pour s'intéresser aux différents protagonistes du long-métrage, d'autant plus que son importance est de plus en plus diluée au fur et à mesure des histoires, passant d'un catalyseur d'intrigue à un simple objet, au service et parfois au méfait de la grande absurdité humaine. Ainsi, par rapport aux 4 autres films dont j'ai parlé, qui voyaient des personnages proches de la réalité et de la vie réelle agir contre leurs conditions, contre l'injustice ou simplement avancer pour découvrir une vie peut-être meilleure, on peut pas s'empêcher de constater que Le Tekel, putain de titre qui décrédibilise tout ce que je pourrais dire de profond, décrit complètement le contraire. Des personnages totalement bloqués qui font la soudaine découverte ou la prolongée expérience de l'insignifiance de leur vie ou de la mort qui effacera de toute façon
leur pathétique existence. Pour illustrer tout cela, Todd Solondz s'impose comme l'un de ce que j'aime appeler les cinéastes stoïques, c'est-à-dire que la plupart des cadres choisis ne sont que des cadres d'exposition, des cadres souvent fixes qui montrent sans faire de détour, évidemment puisqu'ils sont la plupart du temps soit fixes, soit dans un mouvement bien dirigé. Ainsi, l'optique de réalisation principale est l'ironie de mise en scène, c'est-à-dire qu'on va filmer tous ces personnages qui ont l'air d'avoir gâché leur vie, avec une palette chromatique éclatante et claire, ainsi qu'avec des chansons joyeuses et bien pensantes composées pour le film, comme celle durant l'intermission de milieu de long métrage, tout aussi ironiquement colorée et légère et toujours centrée autour du chien, comme si l'animal constituait une espèce de distanciation satirique en dehors de toute cette putain de malaisance ambiante de niveau 7 sur l'échelle de Villejuif. Pour citer un exemple d'ironie de mise en scène dans la première histoire du film, c'est par exemple faire un lent et long travelling latéral de plus d'1 minute sur un trottoir entièrement couvert de diarrhée, le tout sous une reprise à la flûte traversière du Clair de Lune de Debussy. Et en effet, tous ces procédés sont là dans le but principal de créer le malaise, ce qui est la source comique du film en fait. Jouer sur l'incapacité des êtres humains du film à communiquer normalement, mais tout en reconnaissant qu'il y a des passages qui en effet peuvent être vus comme drôles, surtout avec de l'humour noir, j'ai vraiment fait qu'échapper une dizaine de sourires pendant tout le film, comme le reste de la salle dans laquelle j'ai vu le long métrage. Et pour en dire encore plus, c'est très sûrement le film dont je suis sorti le plus déprimé des 5 que je vous aurais présenté. Et en fait, je pense que mon problème principal avec le Tekel, c'est un certain manque de recherche. Je veux dire, au-delà de son manifeste de base d'être un film extrêmement caustique quant à la tragédie intérieure de ses personnages, et quant au sujet tabou du cancer, de la cruauté animale ou encore des gens atteints de la trisomie 21, il n'y a pas énormément d'expertise ou d'inventivité dans la mise en scène. Je veux dire, ça se contente presque d'être un peu cette créature mollassonne remplie de haine envers elle-même. J'aurais dû beaucoup m'identifier au film quand j'y pense. Par ailleurs, le manque de recherche, on peut presque aussi le voir dans le fait d'intégrer la 3e histoire du film dans le milieu d'une école de cinéma, et de mettre la 4e aussi dans un lien ténu avec le milieu des arts en général. Mais au moins ça permet à Todd Solondz de balancer plusieurs sarcasmes envers un lieu qui lui est assez commun, j'imagine. D'autant plus que les 2 derniers segments du film restent les meilleurs, notamment grâce à la présence toujours bienvenue de cette patate humaine qui est Danny DeVito, surtout pour jouer un personnage aussi morne et dépressif. Et aussi grâce à la finalité tout bonnement affreuse du film dont je vous laisse la surprise si vous daignez voir le long métrage. Todd Solondz en tout cas a déclaré que ce long métrage contenait une grande cruauté mais aussi une certaine tendresse. Mais même dans le Tekel, les quelques moments de tendresse ne sont presque que des tentatives sans espoir et souvent réduites à néant par le même cynisme d'une existence sans véritable sens et d'êtres humains incapables de communiquer ou communier. Et en fait au final, si j'ai pourtant pu acclamer ce type de cinéma stoïque chez Yorgos Lanthimos, le réalisateur grec de Canine et surtout de The Lobster, ou dans les films de Michael Haneke, et cette exploration des troubles existentiels dans les chefs-d'œuvre de Charlie Kaufman, Synecdoche New York et Anomalisa, c'est tout simplement parce qu'on pouvait y trouver soit une radicalité beaucoup plus assumée, soit une recherche beaucoup plus profonde dans les mises en scène. En fait, j'aurais beaucoup plus pardonné au film toutes ces lacunes si tout ce manque d'effort avait été comblé, mais étrangement ça a aussi l'air d'être une intention de réalisation. Donc on se retrouve face au même problème du critique qui essaye d'être objectif que face aux intentions de réalisation qui m'avaient un peu rebuté dans Poesia Sin Fin. Donc pour conclure honnêtement, je ne sais pas du tout si je dois vous recommander de regarder le Tekel, mais en tout cas ça m'a définitivement donné envie de voir les films du réalisateur qui seront peut-être un peu plus fouillés que cette pilule de suicide d'un peu moins d'1h30. Mais en tout cas ce que ça veut dire pour moi et pour vous, c'est qu'on voit enfin le bout de cette vidéo, vu qu'on en a enfin fini de parler spécifiquement des 5 films en question dans cette espèce d'exploration insensée d'un cinéma que j'avais même pas envie de catégoriser de cette façon. Bref, dès le début c'était une mauvaise idée, j'en suis au courant, mais après avoir passé des heures à écrire une bonne dizaine de pages pour cette vidéo, je pense qu'on va devoir composer avec. Désolé, ça se passera plus. J'aurais dû faire une putain de critique spéciale Halloween sur Brice 3 pour respecter la tradition de l'année dernière, mais bon, restons brefs pour l'instant. It's time to stop. Et donc en bref, que retenir de cette vidéo épopée, à part quelques recommandations complètement aléatoires entre des films d'auteurs britanniques, brésiliens, franco-suisses, franco-chiliens et américains? Bah déjà que dans le thème du cinéma de la réalité et de la vie réelle, j'aurais définitivement pu y ajouter une recommandation franco-québécoise avec Juste la fin du monde, le 2e Grand Prix cannois de Xavier Dollin, que cette fois il a pas dû partager avec Jean-Luc Godard, on va dire, ce qui lui fait 1,5 Grand Prix du Festival de Cannes en tout, qui était un film que j'avais lui aussi trouvé assez fort dans sa subtilité et dans sa lente progression vers une puissante émotion, et cela malgré ses apparences de simple film théâtral de repas de famille avec plein de gros plans et de dialogues chiants avec Léa Seydoux et Marion Cotillard. Et je dis ça tout en sachant pleinement que le style de Xavier Dolan et ses personnages habituels, toujours en pleine explosion, peut définitivement rebuter. Mais bon, la vidéo m'avait déjà pris assez de temps pour tenter de ne pas non plus y rajouter une 6e critique plus ou moins recherchée d'un film qui ne doit plus être que dans 3 salles dans le fin fond du Poitou-Charentes. Et donc alors, ce qu'on peut vraiment retenir de cette sélection de 5 films, c'est les 2 principaux apports d'un cinéma proche de la réalité. Et déjà, évidemment, existe l'apport thématique. En effet, tenter de s'approcher de la vie réelle permet véritablement d'explorer de manière plus profonde une très grande variété de thèmes. C'est ce qui a donc permis à Ken Loach d'aborder les aberrations du système social britannique, et c'est aussi l'élément fondateur des histoires et des paris filmés
filmique de Aquarius et de Ma vie de courgette. Et le deuxième apport, c'est tout simplement l'apport profondément personnel et humain. Si Ken Loach, encore une fois, a réalisé son film et transmis son message ainsi, c'est qu'il s'agit d'une problématique dans laquelle il est personnellement très impliqué, politiquement et humainement. Si Kleber Mendonça Filho, le réalisateur d'Aquarius, a fait son film, c'est parce qu'il a quelque chose à raconter sur sa ville, sur sa situation, sur son évolution, qu'il a voulu le transmettre à travers l'histoire d'un personnage très fort, et aussi qu'il aura toujours des choses à dire sur ce qui est en train de vivre son propre pays. Si Alejandro Jodorowsky a entamé son grand projet autobiographique, c'est qu'il a un vécu à transmettre, une vision particulière du monde qu'il ne veut pas voir mourir avec lui. Et enfin, si Todd Solondz a basé toute sa filmographie sur des grands troubles existentiels, c'est tout bonnement parce que, sans forcément en contenir l'hyperbole particulièrement déprimante à travers laquelle il les projette dans une ironie cruelle, ils doivent tout de même faire pleinement partie de ses réflexions personnelles et identitaires sur l'humain. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'au cinéma, la réalité n'est pas une restriction, c'est la porte qui mène vers tout, et dans le cas de ces films, vers une diversité et parfois une liberté de ton extrêmement unique, et qui, par ce fait, dynamise complètement les différents lieux communs filmiques dans lesquels ils se sont atterrés, comme le film d'animation pour enfants pour Ma vie de courgette, et le film autobiographique pour Poesia sin fin. Bah oui, parce que c'est ça le cinéma, à partir de l'image du son, on peut tout faire, des choses les plus simples. On peut filmer un Chilien frisé baiser une naine qui a ses règles, mais on peut aussi montrer tout en douceur des enfants délaissés qui découvrent que la vie n'est pas aussi pourrie qu'elle en avait l'air. Et ça, je pense que ça devrait en être assez pour un peu plus bouger votre cul pour le poser sur des sièges confortables dans des salles plongées dans le noir de toute façon. Bon, à part si vous êtes en train de procrastiner un DM sur la physique quantique, je pense que la vie réelle peut très bien vous rattraper aussi et vous remettre à votre place de sous-merde, malheureusement. Mais bon, pour vous laisser cogiter sur tout ça, je vous souhaite donc un bon dernier quart de 2016. N'oubliez pas que chaque année est de toute façon pire que la précédente, et c'est pour ça que je prévois ma prochaine vidéo d'un top 500 des meilleurs films du 20e et du 21e siècle pour automne 2021. Donc soyez prêts pour cette mixtape, ça va provoquer un putain d'incendie. Faites sonner toutes les alarmes Vigipirate de vos écoles. Pour ma part, j'ai pu voir d'autres très bons films en faisant cette vidéo, notamment une projection en avant-première de Mademoiselle de Park Chan-wook, qui je trouve a mélangé parfaitement le charme cinématographique coréen à la grande perversité japonaise historique, le tout avec la sensualité borderline toujours habituelle chez Park Chan-wook. Un très beau film, mais aussi un très beau film qui m'empêche de clore cette vidéo, donc bonne continuation et à la prochaine. Merci. Merci à tous, de toute l'équipe du film. Je branle du chien tous les jours. J'ai uriné sur un enfant en bas âge. Je suce. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street.